ont été vraiment victimes de bombardements et ont été gravement endommagés par les bombardements. Après la guerre, il y a eu quelques petits travaux de restauration. Alors là, comme vous pouvez voir, il manque pas de personnes au niveau des locations de bateaux. Et c'est pour ça que c'est vrai que l'été, c'est très sympa à Tsaritsino. Bonjour à tous. On avait vu plusieurs endroits par le passé intéressants dans la région de Moscou, mais il y en a un que j'avais jamais eu le temps d'aller filmer. Et aujourd'hui, c'est l'occasion. Cet endroit, c'est le parc de Tsaritsino que nous voyons ici. C'est au sud de Moscou. Allez, on va aller découvrir ça. C'est un endroit incroyable avec une histoire particulièrement riche. Alors, comme je l'ai indiqué en introduction, on se situe au sud de la ville de Moscou. Et en fait, les premières traces, si on doit parler des origines de Tsaritsino, remontent à une période bien plus ancienne que la construction donc des célèbres palais de Tsaritsino. Cette région a été habitée pendant des millénaires et il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été réalisées pendant la période de l'Union soviétique et on a pu y trouver ici sur ce territoire des vestiges qui dataient de l'âge du bronze. Et en fait, ça témoigne vraiment d'une présence humaine qui était ici dans cette région depuis des temps immémoriaux. Et avec les premières années que j'ai pu faire sur Internet, je me suis aperçu que les premiers habitants connus de la région, c'était les Viatychi. Les Viatychi, c'est une tribu slave de l'Est qui ont venu élire domicile sur les terres donc, de Tsaritsino. Et on a pu retrouver en fait ce qu'on appelle des tumulus. Donc j'essaierai de vous mettre quelques photos. C'était des tumulus. Donc on a pu trouver sur cette région donc des tumulus. Et les Viatychi étaient connus pour leur rite funéraire très distinctif. Et ces tumulus, on peut encore les voir aujourd'hui et ils témoignent en fait de pratiques très anciennes dans cette région. Voilà, donc pour faire un petit point déjà sur cette région. Donc là, en face de nous, on a un parc immense qui est le parc de Tsaritsino où on a les moscovites qui viennent se retrouver. Alors aujourd'hui, il ne fait pas très chaud, on a quelques petits nuages, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais en général, c'est un parc qui est assez fréquenté. Surtout avec ce grand palais de Tsaritsino. Avant de s'appeler Tsaritsino,
Ce grand parc où se trouve aujourd'hui ce palais immense s'appelait le domaine de Bogoroditskoye et on en fait la mention la première fois en fait au XVIe siècle. Et cette région qui a été mentionnée dans les documents officiels sous le nom de Bogoroditskoye, eh bien à l'époque appartenait à la famille Strechniev, qui était une puissante famille boyarde. Les boyards qui étaient à l'époque eh bien, des grands chefs militaires très présents en Russie, mais aussi dans les endroits comme la Bulgarie, l'Ukraine ou d'autres, et qui, au fur et à mesure, ont disparu, surtout avec l'arrivée de Ivan III. Et ce domaine, en fait, de Bogoroditskoye était un lieu de villégiature privilégié avec des paysages pittoresques et des forêts luxuriantes. Alors, parlons maintenant du tournant de Bogoroditskoye qui est devenu plus tard Tsaritsino. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il a fait l'objet d'une acquisition, il a été acquis par Catherine II de Russie. Et c'est en 1775 que la grande Catherine, impératrice de Russie, achète le domaine de Bogoroditskoye. Voilà. Et elle y décide, à la vue de ce domaine, eh bien, d'y construire une très grande résidence d'été que vous voyez ici. Voilà. Donc ce grand palais est la résidence d'été de la grande Catherine, impératrice de Russie. Donc elle a voulu absolument créer cette résidence d'été la plus somptueuse possible à cette époque. Pourquoi? Vous allez me dire, Catherine la Grande a décidé de choisir ce lieu comme résidence d'été. La Russie ne manque pas d'endroits pour ça. Eh bien, elle était fascinée par la beauté naturelle de cette région, en fait, et surtout l'histoire ancienne de cette région, le fait qu'elle a été la propriété pendant des années, voire des siècles, des familles boyardes. Et donc, elle était vraiment fascinée par ce lieu et elle l'a rebaptisé, en fait, en ce domaine donc de Tsaritsino, qui signifie la propriété de l'impératrice. Et oui, parce que comme vous le savez, tsar, qui est l'équivalent de roi en Russie, qui est un titre, eh bien, Tsaritsino viendrait donc de ce mot tsar. Et justement, quand on parle en français, on utilise, pour parler au féminin, on utilise le terme de tsarine. Eh bien, voilà l'histoire en fait de ce palais et de cette région. Donc, nommé Tsaritsino pour faire référence au fait qu'il s'agit ici de la résidence d'été de la tsarine Catherine II, la grande impératrice de Russie. Alors, parlons de la construction des palais de Catherine la Grande. Eh bien, elle a confié la conception de ces palais à un architecte très populaire à l'époque, Vassili Bajenov. Les plans qu'on a pu retrouver, eh bien, présentaient en fait la construction de 2 palais principaux, de pavillons, de ponts et de jardins magnifiques à l'anglaise. Alors vous allez me dire, eh bien, c'est ce qu'on voit? Eh bien, pas du tout, puisque en 1785, l'impératrice a vu les résultats des travaux qui ont été réalisés et a été très déçue. Et donc l'impératrice a ordonné la démolition de cette œuvre qui était inachevée à l'époque. Alors, les décisions de démolir les premières constructions de Bajenov ont été très controversées à l'époque et aujourd'hui sont toujours sujettes à débat.
Mais cependant, elle a décidé de faire la reprise des travaux un peu plus tard, en confiant donc ce projet à un autre architecte de talent à l'époque, un certain Matvei Kazakov. Et c'est sous sa direction que sont apparus donc de nouveaux bâtiments, notamment le Petit Palais et le Grand Palais derrière nous. Malheureusement, la mort de Catherine II en 1796 interrompt une nouvelle fois les travaux, laissant malheureusement ces palais, encore une fois, inachevés. Et donc aujourd'hui, eh bien, au centre du palais de Tsaritsino, nous retrouvons les statues ici de ces deux architectes. Le premier que l'on voit, Vassili Bajenov, et le deuxième, Matvei Kazakov. Donc les deux architectes qui ont participé au premier projet pour Vassili et ensuite pour Matvei au projet que nous avons autour de nous. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a pris la suite après Catherine II? Peut-être qu'elle est décédée, mais un autre empereur a trouvé l'intérêt d'exploiter cette résidence d'été. Eh bien, pas du tout. Malheureusement, à la mort de Catherine II, eh bien, ça a entraîné en ce qu'on appellerait le déclin de Tsaritsino. Parce que Tsaritsino, eh bien, tombe complètement en désuétude. Les successeurs de l'impératrice, eh bien, n'ont montré guère d'intérêt pour ce projet inachevé. Et pendant plus de 2 siècles, ce grand territoire, avec ces palais somptueux qui ont été créés, ont été laissés complètement à l'abandon. Et ces palais étaient devenus complètement en ruine. Et c'est devenu en fait un petit peu des lieux pour les Russes de légende et de mystère. Pendant l'abandon de Tsaritsino, il y a eu beaucoup d'histoires ici, soi-disant de trésors cachés, de mystères, et ça a beaucoup alimenté l'imagination des Moscovites et des habitants des environs qui se sont pas privés pour aller faire quelques petites fouilles sauvages sur le territoire. Alors, que s'est-il passé à Tsaritsino pendant la période soviétique? Est-ce qu'on a utilisé les palais de manière un peu exotique, comme adore le faire l'Union soviétique? Est-ce qu'on a fabriqué des bottes ici? Est-ce qu'on a fabriqué des journaux? Eh bien, le destin de Tsaritsino était un peu complexe et ambigu pendant l'époque soviétique. En 1917, lorsqu'il y a eu la révolution, eh bien Tsaritsino, ce grand espace et ces palais ont été nationalisés et transformés en musée, tout simplement. Donc voilà, c'est dans les années 30 en fait, au milieu donc du XXe siècle, que le palais et d'autres monuments qui composent tout l'ensemble ici, eh bien, ils ont été fermés au public à cause en fait de la mauvaise condition des bâtiments. Donc au début, ils sont partis un petit peu tout feu tout flamme en disant on va faire un musée, et puis en fait ils se sont aperçus que ça devenait un petit peu dangereux quand même, et ils ont été fermés. Et pendant la Grande Guerre de 1945, surtout 40-45 pour l'Union soviétique, eh bien en fait ils ont installé ici des unités de défense anti-aérienne. Donc il y a eu beaucoup d'endroits ici qui ont été utilisés par les militaires pour pouvoir en fait protéger Moscou. Et il y avait pas mal d'équipements militaires, de zones de défense qui ont été créés ici. Les bâtiments
de Tsaritsino à cette époque-là, pendant la guerre, ont été vraiment victimes de bombardements et ont été gravement endommagés par les bombardements. Après la guerre, il y a eu quelques petits travaux de restauration qui ont été commencés et qui ont terminé, on va dire, jusqu'à la fin de l'Union soviétique, et de nombreux bâtiments de l'ensemble, y compris en fait le Grand Palais que vous voyez devant vous. Il y a aussi la Maison du Pain qui a été créée un petit peu plus bas, et puis des petits pavillons qu'on peut voir à droite et à gauche qui ont été restaurés tout de même pendant l'Union soviétique, malgré le fait qu'ils ont subi les dommages des bombardements. Ils ont pu voilà, arriver un petit peu à les restaurer. Cependant, le parc Tsaritsino n'a pas été vraiment utilisé voilà, comme musée dans la pleine capacité que l'aurait voulu en fait l'Union soviétique à l'époque. Il y avait malgré tout, en fait, dans ce musée qui avait été créé à l'époque, quelques petites expositions qui étaient organisées, mais voilà, c'était des expositions qui étaient temporaires. Il n'y a jamais eu vraiment d'exposition permanente. Et en fait, cela était dû au fait que Tsaritsino était considéré à l'époque de l'Union soviétique comme un monument architectural finalement, et non vraiment comme un musée dans le sens traditionnel. Alors quand on se promène dans le parc Tsaritsino, on va trouver ce genre de petite délimitation, et au centre des vestiges de construction, on en voit encore là-bas, et bien c'est les vestiges des constructions des premiers palais de Tsaritsino qui ont été détruits par l'impératrice. Donc voilà où était au début en fait la construction du Grand Palais qui avait été fait par Vassili Bajenov. Donc on en a une partie ici et une partie un petit peu plus loin. Nous voilà ici sur aussi un des objets qui auraient été créés donc à cette époque, donc par Matvei Kazakov pour l'impératrice, un pont. Donc il y en a eu plusieurs, mais en voilà un complètement d'époque. Alors j'essaierai de le prendre de l'autre côté pour que vous puissiez le voir avec un meilleur détail. Et voici l'architecture de ce pont, si on regarde cette fois-ci de face. Donc c'est en russe, le nom de ce pont c'est Figurny most. Alors je ne saurais pas comment le traduire exactement en français parce que ça serait le pont de la figure ou pont figuratif. Et c'était un des ponts principaux pour accéder donc à la résidence d'été de la tsarine. Là on se retrouve en contrebas donc du Grand Palais. Donc voilà à quoi ressemble ce pont. Très sympathique. Alors, plus bas ici, on va retrouver l'église de la Sainte Vierge qui a été créée parce que bien évidemment, faire une résidence d'été pour la tsarine c'est bien, mais à quoi bon s'il n'y a pas une église? Donc on a cette fameuse église avec les couleurs qui nous rappellent un petit peu les couleurs qui étaient populaires à l'époque, notamment à Saint-Pétersbourg avec ces couleurs bleu et blanc. Donc, comme je vous ai dit, pendant la période soviétique, en fait, l'idée c'était de faire un musée, mais finalement, en fait, c'était plus considéré comme une œuvre architecturale. Et malgré tout, le fait qu'ils n'ont pas réussi à faire de Tsaritsino un musée national comme ils le voulaient, eh bien pendant l'époque soviétique,
Tsaritsino est resté quand même un endroit populaire pour les moscovites. C'était un parc qui était ouvert où on pouvait venir marcher, faire du vélo, voilà, profiter de la nature et puis de se promener à côté de chaque petit pavillon. À la chute de l'Union soviétique, eh bien, une nouvelle page se tourna pour Tsaritsino et notamment en 2005-2007, l'époque où la Fédération de Russie a décidé de investir dans la restauration du Grand Palais. Et donc c'est grâce à la Fédération de la Russie que cette fois on a enfin un Grand Palais qui a été achevé. Et aujourd'hui, en fait, Tsaritsino, c'est un des endroits les plus touristiques de la région de Moscou. La restauration qui a été donc entreprise a été faite donc sous l'impulsion du gouvernement de Moscou. Et le but, en fait, c'était de redonner à Tsaritsino sa splendeur d'antan et ce qu'aurait voulu à Catherine II de Russie. Donc les palais que l'on voit aujourd'hui et en même temps les pavillons qui sont autour, en fait, sont reconstruits selon les plans originaux et on a réaménagé intégralement le parc où on peut voilà, aujourd'hui se promener tranquillement et profiter. Voilà, il y a pas mal d'excursions qui sont organisées et aujourd'hui Tsaritsino, c'est un centre culturel historique et c'est un site touristique qui fait partie en fait des sites les plus prisés de Moscou. On a un parc ici qui fait une superficie de 400 hectares et en fait pour permettre aux touristes mais aussi aux habitants de la région de Moscou de pouvoir profiter de petites balades pittoresques dans cet endroit. Et c'est vrai que quand on est ici, on a du mal à imaginer qu'en fait à quelques pas d'ici, on a Moscou, l'agitation, les voitures, la pollution, le bruit, parce que là on est vraiment en plein milieu de la forêt et on voit absolument aucun immeuble ici. Et c'est vraiment un endroit qui est très 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 prisé par les moscovites parce que ça permet de venir ici, peut-être faire un peu du pique-nique, passer un petit peu du temps en famille en fait. Voilà donc ce que l'on a au niveau de Tsaritsino. Et là ici en fait en plein centre du parc, on va retrouver cette maquette. On va avoir écrit donc le palais ensemble Tsaritsino 1775-1785 à la demande de l'impératrice Ekaterine II, architecte Vassili Bajenov. Donc on va avoir la maison du pain ici, l'arc et plusieurs différents palais avec un grand palais ici, un plus petit ici, une église et quelques petites dépendances. Et en fait si on regarde, on va retrouver ici la maison du pain, l'arc. Là ici cette fois on a un grand palais alors qu'il devait y en avoir 3. Et puis l'espèce de grand palais, il est là et il a été entièrement démoli. Par contre, les dépendances et l'église, on les retrouve encore ici et l'église qui est ici. Donc voilà le plan d'origine qui devait être donc le palais de Tsaritsino. Voilà. Et aujourd'hui, voilà à quoi ressemble d'après les plans de Alexei Kazakov. Alors, outre donc le palais et les parcs floraux qui entourent Tsaritsino, en fait, à l'intérieur de ces palais, on va retrouver aujourd'hui des musées et des expositions qui retracent en fait l'histoire fascinante de ce domaine et les différents occupants. Donc que ce soit les familles boyardes, mais également la famille qui est liée à la tsarine Catherine II.
le parc de Tsaritsino, en fait, chaque année, eh ben, il accueille régulièrement des événements culturels divers. Il y a des concerts, il y a certains festivals qui sont organisés le soir. Il y a vraiment toujours, en fait, dans la région de Tsaritsino, quelque chose d'intéressant à voir ou à faire. Alors, concernant les petites anecdotes, les curiosités de ce parc, eh bien, très souvent, on parle ici éventuellement de fantômes, de légendes locales, alors qui évoquent justement ces histoires de fantômes qui soi-disant apparaîtraient la nuit, notamment celui de la Grande Catherine ou d'une certaine grotte où il y a des nymphes pas loin du parc de Tsaritsino. Donc c'est un endroit franchement qui est assez romantique du parc, c'est ce qu'on appelle la grotte des nymphes. C'est un lieu où les jeunes couples aiment se retrouver. Alors, autre endroit du parc Tsaritsino, eh bien, c'est ce grand lac. Alors, à pied, pour faire le total en fait du lac, le tour, eh bien, ça nous prend à peu près 45 minutes à 1 heure. Donc, c'est vraiment un très très grand lac. Alors là, comme vous pouvez voir, il manque pas de personnes au niveau des locations de bateaux. Et c'est pour ça que c'est vrai que l'été, c'est très sympa à Tsaritsino. Mais comme on est proche de Moscou, eh bien, il y a quand même beaucoup de personnes, surtout là en mois de juin, mois de juillet. C'est vraiment très très fréquenté. C'est pour ça que c'est aussi une très bonne destination, Tsaritsino, mais plus pour la période de l'automne notamment. On va dire les débuts du mois de septembre, ce qui fait beaucoup moins chaud et il y a quand même beaucoup moins de personnes qui viennent ici. Donc c'est vraiment un endroit qui est assez privilégié, comme vous pouvez voir, pour les familles en Russie de venir se rendre à Tsaritsino, surtout pendant les vacances d'été, pour ceux qui ne posséderaient pas de datcha. Voilà, donc ici on a vu toute cette partie au niveau du lac, et puis on va aller de l'autre côté, donc il y a encore un deuxième lac avec une fontaine. Allez, on s'y retrouve tout de suite. Et c'est entre lac et fontaine que se termine notre vidéo sur le parc de Tsaritsino. Un parc, encore un de plus, sur la région de Moscou, mais celui-là où vous aurez découvert en fait qu'il s'agit d'un parc impérial puisque c'était la résidence d'été de Catherine II de Russie. Spasiba vam большое за ваше внимание. Merci de votre attention.